Le conseil était rassemblé dans le vaste dôme de verre sombre, le silence pesant comme une chape de métal sur chaque souffle. Vérat, haut conseiller de Valenti Prime, demeurait debout face à la baie vitrée, son teint bleu pâle vibrant de nervosité sous la lumière froide des étoiles mortes. Derrière lui, l'immensité d'un ciel jadis vivant se tenait désormais sans âme, comme un avertissement muet. Les représentants de la coalition, des silhouettes élancées des Aurénies aux frêles corps translucides des Tessaries, en passant par l'imposante stature du doyen Kororum, étaient figés, leurs regards rivés à Vérat, attendant ces mots comme on attend un verdict. La voix de Vérat, d'abord tremblante, s'éleva, maîtrisée par la force du devoir. Nos flottes sont brisées. Il ne nous reste rien qui puisse les arrêter. Dans 20 cycles, peut-être moins, les craies atteindront Valenti Prime. Quand ce jour viendra, la collective prendra fin. Un souffle passa, brisant la tension. Une Tessarie, à la peau diaphane, laissa échapper un sanglot. Ses membres minuscules secoués par la peur. Le doyen Kororum, dont la sagesse millénaire avait traversé d'innombrables guerres, ferma lentement ses 4 yeux dans une prière silencieuse. L'air vibrait de désespoir. Mais la voix de l'amiral Keth fendit le silence. Il était grand, la chair marquée par les batailles, la posture droite d'un guerrier qui refusait d'abandonner. Il doit bien exister une solution, une arme, une stratégie. Vérat hésita, et dans ce bref flottement, chacun comprit qu'il allait franchir une limite. Il y a le signal. Un tumulte immédiat éclata. Les représentants se dressèrent, les voix se superposant dans un chaos de peur et d'incrédulité. Ce n'est qu'un mythe. Il est interdit. C'est une folie. Vérat leva les mains pour imposer le silence, sa voix s'élevant avec une autorité nouvelle. Les précurseurs l'ont construit. Avant de disparaître, ils nous ont laissé un don, un dispositif capable d'envoyer un message à travers les barrières qui séparent les dimensions. Un appel à l'aide. L'amiral Keth, toujours debout, secoua la tête, les sourcils froncés par la colère et l'inquiétude. Vous voulez convoquer des êtres inconnus dans notre galaxie? Nous ignorons tout de ce qui pourrait répondre. Vérat croisa son regard, soutenant la tempête d'émotions qui couvait dans la salle. Nous savons exactement ce qui se passera si personne ne répond. Nous mourrons tous, chaque dernier d'entre nous. Est-ce préférable? Le silence retomba, plus lourd encore. Un à un, les représentants abaissèrent la tête, écrasés par le poids de la fatalité. Les souvenirs des civilisations disparues, des mondes réduits au néant par la horde craie, emplissaient l'air comme un poison. Une voix chuchota, presque inaudible, mais le conseil l'entendit tous. Nous n'avons plus le choix. Le vote se fit dans une lenteur funèbre, chaque geste empreint d'un mélange de peur et de résignation. Les regards se croisèrent, trahissant l'espoir fou que quelqu'un, quelque part, entende leurs cris dans le vide. Lorsque la décision fut prise, un frisson parcourut la salle. Le destin de la collective venait de basculer, suspendu à l'écho d'un mythe ancien et d'un appel lancé dans l'inconnu. Mais, dans l'ombre du conseil, une silhouette restait immobile, guettant déjà le premier signe du changement. Car au-delà du désespoir, une nouvelle peur se levait, celle de ce qui pouvait répondre à l'appel. Et tandis que la salle se vidait lentement, chacun sentit que le véritable combat ne faisait que commencer. Dans les profondeurs de Valenti Prime, là où la lumière du ciel mort n'atteignait jamais la pierre, le sanctuaire du signal reposait, intact, depuis des millénaires. Autour du noyau, les machines antiques dormaient, sculptées dans des alliages oubliés, enveloppées de poussière et de silence. Puis, soudain, une impulsion s'insinua dans le métal. L'énergie afflua dans les circuits gravés, réveillant les mécanismes des précurseurs. Un grondement sourd gagna en intensité. Les murs vibrèrent, l'air se chargea d'électricité, et la chambre se remplit d'un bourdonnement qui monta, jusqu'à devenir un cri silencieux à travers les âges. Un éclair aveuglant traversa l'espace. Le temps sembla s'arrêter.
l'instant d'un souffle, alors que la réalité elle-même se fissurait. Puis le message, simple, désespéré, jaillit du cœur du dispositif, traversant les dimensions, porté par une onde qui défiait toutes les lois connues. Nous mourrons. Aidez-nous, s'il vous plaît. Quelqu'un. Le message se perdit dans le vide, franchissant des abîmes de ténèbres, glissant entre les mondes, jusqu'à ce qu'il trouve une oreille inattendue. À des années-lumière de là, sur une planète bleue battue par les vents, l'aube se levait sur un complexe secret, enfoui sous la montagne. Les moniteurs grésillaient, les alarmes silencieuses s'allumaient. Dans la salle de contrôle, des hommes et des femmes en uniforme analysaient les flux de données, les regards fixés sur des courbes qui défiaient toute logique terrestre. « Capitaine, vous voyez ça ?» murmura l'un d'eux, les mains crispées sur le clavier. Un supérieur s'approcha, fronçant les sourcils devant la cascade de symboles inconnus qui défilaient à l'écran. « C'est impossible. Ce signal ne vient pas de notre univers. » Les tests s'enchaînèrent. Spectrométrie, analyse du spectre électromagnétique, modélisation quantique. Tout confirmait l'inconcevable. Le message avait traversé le voile entre les dimensions. Les responsables furent alertés. Des réunions d'urgence s'enchaînèrent, à huis clos. La décision tomba. Il fallait répondre, et vite. 3 jours plus tard, la nuit s'ouvrit comme une blessure. Un déchirement écarlate fendit le ciel de Valenti Prime, alors qu'une flotte humaine, la Fury of Terra et son groupe de combat, surgissaient de nulle part. Les vaisseaux, tout en angle tranchant et coques sombres, se déployèrent dans l'orbite, défiant les lois de la physique locale. Dans la salle du conseil, le silence avait un goût d'angoisse. Verat se tenait droit, le regard rivé à l'immense écran qui dominait la pièce. À ses côtés, l'amiral Kett serrait les poings, tandis que les autres représentants retenaient leur souffle. Des formes étranges flottaient désormais au-dessus de Valenti Prime, des silhouettes métalliques, géométriques, dont la lumière froide découpait des ombres mouvantes sur le sol du conseil. Les systèmes locaux tentaient d'analyser les signatures énergétiques, sans succès. Les vaisseaux humains étaient une énigme, inconnue de toutes les archives de la collective. Un bourdonnement, puis l'écran principal s'anima. Une image apparut. Une femme aux traits sévères, la peau dorée, les yeux sombres comme l'acier sous la glace. Son uniforme portait les insignes d'une flotte interstellaire humaine. Son regard était direct, tranchant, inébranlable. « Ici l'amiral Chenwei, commandant de la Fury of Terra. Nous avons reçu votre message. Nous sommes ici pour vous aider. » Un frisson parcourut la salle. Les représentants échangèrent des regards, mi-incrédules, mi-soulagés. Verat sentit ses jambes trembler, la tension accumulée depuis tant de cycles prête à céder. Il balbutia, la voix rauque d'émotion. « Merci. » Le visage de Chen n'afficha qu'un mince sourire, presque imperceptible. Son ton restait neutre, professionnel, mais une ombre de détermination traversa son regard. « Montrez-nous l'ennemi. Nous nous occuperons du reste. » L'écran s'obscurcit, ne laissant que le reflet pâle des lumières du conseil. Dans la pièce, personne ne parla. L'espoir naissant se mêlait à une inquiétude nouvelle, celle d'avoir fait entrer dans leur monde une force aussi imprévisible que puissante. Verath inspira lentement, les yeux fixés sur l'obscurité au-delà de la baie vitrée. Au fond de lui, il savait que chaque décision avait un prix, et qu'il venait d'en payer un dont personne ne pouvait encore mesurer les conséquences. Dans l'ombre des couloirs, alors que les couloirs vibraient du passage des membres du conseil, un murmure circulait déjà. Qui étaient vraiment ces humains et quel genre d'aide apporteraient-ils? Les réponses viendraient bientôt, mais déjà le visage de l'amiral Chen hantait les pensées de tous, porteur d'une promesse aussi dangereuse qu'inestimable. L'ambassadrice Tellus se tenait à l'écart dans la salle de réunion du vaisseau amiral humain, la Fury of Terra. Elle observait les terriens, fascinés et troublés. Leur peau, lisse et tendre, ne montrait aucun signe d'écaille, de fourrure ou de chitine.
Ils n'avaient ni griffes, ni crocs, ni carapace, pas d'armes naturelles, rien de visible. Pourtant, dans leur façon de se mouvoir, dans la tension à peine contenue de leurs muscles, elles percevaient autre chose, une énergie dissimulée, une détermination brute. Mais c'était surtout dans leurs yeux qu'elles sentaient le danger. Des regards de chasseurs, froids, précis, prêts à tout. La salle du conseil était baignée d'une lumière bleutée, projetée par le vaste dôme holographique qui occupait le centre de la pièce. Sur une carte en 3 dimensions, la galaxie s'étendait comme un joyau fracturé. Des traînées rouges, sinueuses et inquiétantes, montraient la progression des craies. Des zones entières, rongées, effacées, comme si une maladie avait grignoté la chair même du cosmos. Autour de la table, les officiers humains consultaient des écrans translucides, échangeant à voix basse. L'amiral Chen, debout, dominait la scène d'une présence glaciale. Près d'elle, l'amiral Keth, raide et hélas, retraçait les mouvements de leur ennemi commun. « Les craies s'adaptent à tout », expliqua-t-il, sa voix grave résonnant dans le silence studieux. « Énergie, cinétique, biologique, chimique. Aucune de nos armes ne reste efficace très longtemps. » Sur la projection holographique, une planète s'illumina. Des séquences montraient les craies absorbants, mutants, évoluant à chaque nouvelle tentative de défense. Un officier humain, la mâchoire carrée, les yeux vifs, leva la main d'un geste calme. « À quelle vitesse ?» demanda-t-il, analytique, presque détaché. Keth échangea un regard avec Tellus, puis répondit, la gorge serrée. « Parfois en quelques heures, parfois moins. » Le silence tomba, pesant. Sur le visage de l'amiral Chen, une réflexion aiguë se dessinait, implacable. Elle fixait la carte, impassible, puis tourna la tête vers Keth. Le feu. Se sont-ils adaptés au feu? Autour de la table, les leaders de Valanti échangèrent des regards perplexes. Le feu, si basique, si primitif. Cela semblait absurde, presque insultant pour une civilisation aussi avancée. Keth hésita, cherchant du soutien dans les yeux de Tellus, puis s'éclaircit la voix. « Nous n'avons pas essayé le feu. Cela nous a paru primitif. » Chen esquissa un sourire, mince et tranchant comme une lame. Un silence suivit, chargé d'ironie. Parfois, la simplicité, c'est la meilleure solution. Autour d'eux, les officiers humains se penchèrent, prenant des notes, recalibrant des schémas tactiques sur leurs tablettes. Tellus sentit un frisson étrange lui parcourir l'échine. Elle repensa à la première impression qu'avaient laissée ces humains, vulnérables, en apparence, mais dotés d'une redoutable capacité d'adaptation, peut-être plus grande encore que celle des craies. Keth, piqué dans sa fierté, tenta d'argumenter. « Nous avons déployé les armes les plus avancées de la collective. Radiation, nanite, distorsion gravitationnelle. Rien n'a tenu. » Un autre officier humain intervint, la voix basse. « Mais vous n'avez jamais tenté le feu, ni même des armes thermiques. » Tellus répondit, sa voix douce mais ferme. « Nous avons toujours cherché des solutions sophistiquées. Le feu, pour nous, appartient au passé. » Chen inclina la tête, son regard perçant se posant sur Tellus. Parfois, il faut regarder en arrière pour avancer. Le conseil resta silencieux. Les représentants de Valanti, troublés, se demandaient si la solution à leur salut pouvait vraiment résider dans une force aussi élémentaire. Chen fit un geste vers l'hologramme, qui pivota pour montrer les mondes encore libres, encerclés, menacés. Sa voix, glaciale, claqua dans l'air. « Les craies n'ont jamais affronté des humains. Nous allons leur offrir quelque chose de nouveau. » Keth, résigné, acquiesça d'un mouvement de tête. « Nous sommes prêts à essayer. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Chen, presque imperceptible. « Préparez-vous. Nous allons leur montrer ce que le feu peut accomplir. » Autour d'eux, les écrans s'animèrent de plans d'attaque, de simulations d'incendies contrôlés, de projections de ravages thermiques. Les officiers humains coordonnaient déjà les frappes, l'efficacité froide de leur méthode contrastant avec l'incertitude des alliés extraterrestres. Tellus observa la scène, tiraillée entre espoir et appréhension. Elle percevait dans la stratégie humaine une audace, une brutalité créative
que la collective avait perdu. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si le remède ne serait pas aussi dangereux que le mal. Les regards se croisèrent une dernière fois. Une tension électrique flottait dans l'air, mêlée à la promesse d'un bouleversement imminent. Et tandis que le conseil se dispersait, chacun sentit que la simplicité du feu n'était que le début d'une nouvelle ère d'incertitude et d'épreuves, où chaque choix aurait des conséquences insoupçonnées. L'espace du système Yenroth était un champ de bataille figé, saturé de débris et de lueurs sinistres. Le monde en contrebas n'était plus qu'une tumeur grouillante de craie. Les vaisseaux observateurs de Valenty, camouflés à distance sûre, recueillaient images et spectres, résignés à assister à la chute d'un monde de plus. Puis, la flotte humaine arriva. La Fury of Terra en tête, suivie d'une escadre compacte et disciplinée, elle fendit le vide dans un silence glacial. Les coques noires des vaisseaux humains luisaient faiblement, hérissées de tourelles et d'antennes. Leurs signatures énergétiques étaient nettes, maîtrisées, sans trace de panique ni d'hésitation. Les officiers de Valenty, sur leurs écrans, virent les terriens se déployer en formation d'attaque, sans même sonder les défenses craies. Au sol, la surface de Yenroth grouillait. Les craies, innombrables, rampantes, se fondaient dans la roche, érigeaient d'étranges colonnes vivantes, suintaient de l'obscurité des cratères. Les observateurs Valenty échangèrent des regards sombres. Ils avaient vu ce spectacle 100 fois. L'ennemi absorbait les frappes, mutait, dévorait tout ce qui s'opposait à lui. Il s'attendait à un massacre, mais les humains n'avaient rien de commun avec les autres peuples de la collective. Sans avertissement, la Fury of Terra ouvrit le feu. Des projecteurs de plasma s'allumèrent le long de ses flancs, crachant des torrents de feu blanc. Ce n'était pas une arme à énergie comme les autres, ni un simple lance-flamme. Les jets de plasma atteignaient des températures inouïes, plus chaudes que le cœur de certaines étoiles. Là où ils frappaient, la matière se vaporisait, et les craies, d'abord surpris, commencèrent à brûler. Ceux qui tentaient de s'adapter virent leur chair se liquéfier sous la chaleur. Aucune mutation, aucune membrane, aucune trame moléculaire ne résistait à la morsure du plasma. Les observateurs Valenty, incrédules, virent pour la première fois les creux fuir devant une arme. Mais les humains n'en restèrent pas là. À la suite des frappes incendiaires, de nouveaux modules furent largués. De minuscules sphères, indétectables à l'œil nu, se dispersèrent dans l'atmosphère en nuages grisâtres. Des nuées de nanites, des machines infiniment petites, programmées pour désassembler la matière, s'infiltrèrent dans les craies, déchirant leurs tissus cellule après cellule, molécule après molécule. À chaque tentative d'adaptation, les nanites modifiaient leur structure, changeaient de code, s'attaquaient à la moindre variation. Les craies se tordaient, hurlaient sans voix, réduits à l'état de cendres et de poussière. Certains, pris de panique, se ruèrent vers la surface de la planète, cherchant refuge dans les profondeurs ou l'obscurité. Mais les humains, méthodiques, avaient prévu cette réaction. Dans un silence de mort, les croiseurs déployèrent leurs armes orbitales. Des trappes s'ouvrirent sur les flancs des vaisseaux, dévoilant des rangées de projectiles massifs, de simples tiges métalliques, longues de plusieurs dizaines de mètres, au cœur dense comme des astéroïdes. En une salve synchronisée, les humains lâchèrent leurs flèches de mort. Les tiges plongèrent dans l'atmosphère à une vitesse fulgurante, traversant nuages et tempêtes, puis frappèrent la surface avec la force de milliers de bombes nucléaires. Les impacts creusèrent des cratères de verre fondu, libérèrent des tempêtes de feu qui avalèrent montagnes, océans, cités abandonnées. La croûte planétaire trembla, se fissura, puis s'embrassa. Pendant 6 heures, la bataille fit rage. Les craies, acculés, furent exterminés sans répit, chaque tentative de résistance ou de fuite annihilée par la férocité humaine. La planète elle-même semblait protester, ses entrailles ravagées par le feu et les nanites, ses océans réduits à la vapeur, ses continents vitrifiés. Puis,
le silence revint. L'orbite était claire. Plus un seul signal, créé ne subsistait. Mais Yenroth n'était plus qu'une sphère noire, criblée de cicatrices, la surface luisant encore des dernières flammes. De loin, elle ressemblait à une perle de verre, froide et morte. Sur la passerelle d'observation de la Fury of Terra, Tellus se tenait, les mains crispées sur la rambarde. Sa peau, jadis bleutée, était d'une blancheur spectrale. Ses yeux, grands ouverts, reflétaient que la vision de la planète ruinée. La planète, il y avait des gens, murmura-t-elle, la voix brisée. Un officier humain, adossé nonchalamment près du hublot, haussa les épaules, détaché. Évacuée il y a 3 jours, la planète elle-même. Les planètes peuvent être remplacées. Les gens, non. Tellus détourna le regard, cherchant à comprendre. Les humains, ces créatures si vulnérables en apparence, venaient de déchaîner une force qui dépassait tout ce que la collective avait osé imaginer. L'amiral Chen approcha, silhouette droite, visage impassible. Elle s'arrêta près de Tellus, croisa les bras dans son dos. L'opération est un succès. Les craies de ce système ont été éliminés. Tellus, la gorge nouée, eut du mal à formuler sa pensée. Elle fixait la planète détruite, la mémoire hantée par les paysages, les vies effacées. Vous avez détruit un monde entier pour les éliminer. Le regard de Chen se fit plus dur, mais pas cruel. Elle parla avec une froideur logique, presque pédagogique. Nous avons détruit un monde pour sauver une espèce, la vôtre. N'est-ce pas la raison pour laquelle vous nous avez appelés? Tellus resta silencieuse, secouée par la brutalité de cette vérité. Autour d'eux, les humains poursuivaient leur rapport, indifférents à la stupeur des alliés. Dans la salle d'observation, la lumière froide se reflétait sur les visages, révélant autant d'ambition que de fatigue. Au dehors, Yenroth n'était plus qu'un avertissement silencieux, une balafre dans la nuit. Et déjà, d'autres systèmes attendaient, d'autres mondes menacés, d'autres décisions impossibles à prendre. Le prix du salut venait d'être révélé, et personne, ni Valenti ni humain, ne pouvait prétendre en être sorti indemne. Le silence régnait dans les couloirs du vaisseau amiral humain, un silence lourd, chargé des échos de la destruction de Yenroth. Tellus avançait à pas feutrés, son esprit agité par 1000 questions. Elle traversa les coursives métalliques, les regards des officiers humains glissant sur elle sans curiosité, comme si elle n'était qu'une ombre parmi eux. Pourtant, elle sentait leur tension, leur vigilance, le poids d'un passé qu'elle ne comprenait pas encore. Elle trouva l'amiral Chen dans une petite salle de commandement, à l'écart de la frénésie des opérations. Chen était assise, le visage éclairé par la lumière froide d'un écran de données, ses traits impassibles, le regard perdu dans la lueur artificielle. Tellus s'arrêta, hésitante, puis s'avança. « Ces armes que vous avez utilisées, commença-t-elle, la voix tremblante d'une inquiétude sincère, les avez-vous développées pour combattre les craies? Chen tourna lentement la tête vers elle. Un long silence s'installa, seulement troublé par le bourdonnement lointain des moteurs du vaisseau. Puis, d'une voix basse, presque lasse, l'amiral répondit « Non, nous les avions déjà. » Tellus sentit un frisson glacer sa nuque. Elle fixa Chen, cherchant à percer le mystère. « Alors, pourquoi ont-elles été conçues ?» murmura-t-elle. L'amiral Chen détourna le regard, ses doigts pianotant distraitement sur la surface de la table. Une hésitation, puis une tristesse imperceptible passa dans sa voix. « Pour nous battre les uns contre les autres. » Les mots claquèrent dans l'air, irréversibles. Tellus recula d'un pas, frappé par la révélation. Les images de Yenroth en flammes, de la pluie de plasma et des nuages de nanite défilèrent dans son esprit. Toutes ces armes, toute cette puissance, n'avaient pas été forgées pour repousser l'inconnu, mais pour s'affronter, peuple contre peuple, nation contre nation, humain contre humain. Le silence reprit ses droits. Tellus chercha ses mots, mais rien ne vint. Elle comprenait soudain ce qui se cachait derrière les regards d'acier des officiers, la discipline glacée de Chen,
la froideur méthodique des tactiques humaines. Une histoire de guerres fratricides, de survie à n'importe quel prix. Elle comprenait aussi que la paix, pour eux, était un équilibre précaire, maintenu par la peur d'un arsenal apocalyptique toujours prêt à s'abattre. Chen la regarda, cherchant sans doute à deviner ses pensées. Mais Tellus détourna les yeux. Un gouffre s'ouvrait en elle, fait d'admiration et d'effroi. Car si les humains étaient incapables de sauver la collective, ils étaient aussi capables de la détruire. Tout cela avec des armes qu'ils avaient inventées pour eux-mêmes, longtemps avant de connaître les craies. La nuit était tombée sur le vaisseau, enveloppant la passerelle d'observation dans une semi-obscurité troublante. Les étoiles brillaient au loin, indifférentes à la tragédie qui se jouait dans ce coin de la galaxie. Tellus s'approcha d'un terminal de communication, les mains tremblantes. Elle jeta un regard autour d'elle. Personne ne la surveillait. Elle activa le canal crypté, composant l'adresse de Verat. Ses doigts effleuraient les commandes, hésitants, comme si chaque mot pouvait déclencher un cataclysme. Enfin, elle dicta son message, à voix basse, la gorge serrée par le doute. Ils vont nous sauver, mais je commence à me demander si nous survivrons au fait d'être sauvés. Elle transmit le message, puis s'éloigna du terminal, l'âme assaillie par des questions sans réponse. Derrière la vitre, l'infini s'étendait, muet et sombre. Dans ce silence, Tellus comprit que la plus grande menace n'était peut-être plus les craies, mais les choix qu'ils avaient faits et les alliés qu'ils avaient invoqués. Au loin, la lumière froide des étoiles semblait cligner, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, attendant de voir ce que deviendraient ceux qui avaient osé appeler les chasseurs de la Terre. Aux confins de la galaxie, là où la lumière elle-même semblait hésiter à pénétrer, le système mort reposait dans un silence d'éternité. Autour d'une étoile éteinte, des planètes sans vie gravitaient, leurs orbites lentes traçant des cercles de cendres. Là, cachée depuis des siècles dans la noirceur, se trouvait la dernière reine des craies. Son repère n'était pas une simple forteresse. C'était un bastion colossal, un entrelac de chair et de nerfs, protégé par des couches vivantes de ses propres enfants. Des tentacules palpitants s'étendaient jusqu'aux lunes voisines, formant un réseau organique si vaste qu'il semblait faire partie de la structure même du système. Les moindres cratères, chaque crevasse, étaient habités par les sentinelles de la reine, fusionnées dans la masse, prêtes à dévorer toute menace qui s'approcherait. Mais cette nuit-là, ce ne fut pas une menace ordinaire qui arriva. La flotte humaine surgit de l'hyperespace dans une gerbe de lumière blanche. La Fury of Terra, imposante et sombre, ouvrit la marche, flanquée de ses croiseurs et frégates. Les scanners humains balayèrent le système, cartographiant le nid de la reine, analysant la densité des tissus vivants, la structure des défenses, la moindre fluctuation énergétique. Sur la passerelle, l'atmosphère était tendue, chaque officier attentif à sa console, les visages baignés de la lueur des écrans tactiques. L'amiral Chen se tenait au centre, silhouette figée dans une concentration glaciale. Elle observait la carte du bastion, son regard suivant les filaments d'énergie, les poches de chaleur, les points faibles. Sur l'écran principal, la forteresse se dressait, monstrueuse, battant comme un cœur malade au centre de la nuit. « Cible verrouillée !» annonça un officier, la voix tendue. La reine des craies, tapie dans son sanctuaire de chair, sentit l'approche de la mort. Elle ordonna à ses gardiens de se dresser, de fusionner, d'ériger de nouveaux remparts. Des vagues de créatures jaillirent, tentant de former un bouclier vivant entre la flotte et leur mère. Mais déjà, les armes humaines s'armènent, les tourelles pivotant en silence. La voix de Chen, froide et implacable, résonna dans la salle. Feu. La Fury of Terra rugit. Les canons principaux vomirent des jets de plasma, des rayons de particules, des projectiles massifs. Les premiers impacts firent éclater la surface de la forteresse. La chair explosa en geysers de sang noir. Les cris psychiques des craies
résonnant jusque dans les circuits des vaisseaux. Mais la destruction ne s'arrêta pas là. Les croiseurs larguèrent des nuées de nanites qui s'infiltrèrent dans la masse organique, désassemblant molécules et fibres nerveuses. Là où les armes conventionnelles auraient échoué, la technologie humaine poursuivit l'œuvre de désolation. Tout ce qui bougeait fut broyé, fondu, réduit à l'état de cendre. La reine tenta de riposter, lançant ses dernières forces à l'assaut. Des vagues de drones vivants, des nuées de spores toxiques, des rayons d'énergie brute. Mais tout était absorbé, dévié, annihilé par les boucliers humains ou les contre-mesures programmées. Les lunes elles-mêmes, transformées en bastions secondaires, furent nos ciblées. Des frappes orbitales les pulvérisèrent, éparpillant leurs fragments dans le vide. Le combat dura moins d'une heure, mais il sembla s'étirer à l'infini. Les tentacules de la forteresse furent sectionnés. Les poches de résistance éradiquées une à une. Au centre, la reine, gigantesque, hurla son agonie dans un écho psychique qui fit frissonner jusqu'aux plus aguerris des officiers humains. Puis, la Fury of Terra aligna son canon principal, concentra toute l'énergie de son réacteur et déchaîna une dernière frappe. Une lumière blanche, aveuglante, traversa le cœur du bastion. La chair fondit, les os explosèrent. L'esprit de la reine se dispersa dans un cri sans fin. Lorsqu'enfin la lumière s'éteignit, il ne resta plus rien. Ni la forteresse, ni les lunes, ni la reine. Tout avait été réduit à un nuage de poussière stérile flottant autour de l'étoile morte. Sur la passerelle de la Fury of Terra, le silence tomba. Les officiers se tournèrent vers Chen, attendant l'ordre suivant. L'amiral demeura impassible, observant les relevés sensoriels. Balayage pour survivants, ordonna-t-elle, la voix sans émotion. Les opérateurs lancèrent les analyses. Les sondes passèrent au peigne fin chaque atome, chaque fluctuation d'énergie, cherchant le moindre signe de vie créé. Les minutes passèrent, étirées par la tension. Enfin, un jeune officier releva la tête. Aucun détecté. Chen hocha la tête, un masque de fer sur le visage. Les creux sont éteints. Le mot se répandit, d'abord comme un murmure, puis comme un ouragan. Sur toutes les fréquences, les vaisseaux alliés relayèrent la nouvelle. Les systèmes de la collective vibrèrent de messages. La guerre était finie. L'ennemi qui avait dévoré des centaines de mondes, brisé des civilisations entières, n'était plus. Sur Valenti Prime, la nuit fut déchirée par les cris de joie. Les places publiques se remplirent en quelques instants. Des foules se précipitèrent dehors, envahissant les avenues, les parcs, les toits des cités anciennes. Des orénies aux silhouettes effilées se mirent à danser, leurs voiles colorés flottant dans la brise. Les tessaris, minuscules et vifs, sautillaient en cercle, leurs chants aigus portés par le vent. Les kororum, d'ordinaire si solennels, se laissèrent aller à l'émotion, pleurant à chaudes larmes en s'étreignant sous les lumières de la grande place. Les cloches des temples sonnèrent à toute volée. Les sirènes des vaisseaux retentirent dans une symphonie d'allégresse. Des inconnus se prenaient dans les bras, riant et pleurant sans retenue. Certains tombant à genoux pour remercier les étoiles, d'autres levant les bras au ciel, comme pour saisir ce moment d'éternité. Les vieux et les jeunes, les puissants et les humbles, tous savouraient la même chose. Une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Un avenir qui soudain s'ouvrait devant eux. Dans les quartiers de la mémoire, les hologrammes des disparus s'illuminèrent. Familles, amis, héros, tombés dans la lutte contre les crés. Les survivants leur rendaient hommage, mais ce soir-là, même la douleur la plus vive était traversée d'espoir. Dans les palais du Conseil, Verat laissa couler ses larmes, entouré de ceux qui avaient tenu tête à l'horreur. L'amiral Kett, le regard embué, embrassa ses compagnons d'armes. Les enfants couraient dans les rues, imitant le rugissement des vaisseaux humains, inventant déjà des jeux de paix. Pour un instant parfait, la galaxie s'arrêta. Plus de peur, plus de guerre, plus d'ombre. Seulement la lumière fragile d'un bonheur retrouvé, la certitude d'avoir survécu à l'impensable. Au loin, la Fury of Terra flottait en silence, la mission achevée, ses armes éteintes. Mais dans le cœur de ceux qui regardaient vers les étoiles, une question demeurait.
Que ferait-on, demain, de cette paix, si durement gagnée? Et comment vivrait-on avec ceux qui l'avaient apportée au prix du feu et de la cendre? Mais pour cette nuit-là, aucune crainte ne put ternir la célébration. La galaxie chanta et dansa sous la lumière des mondes sauvés, goûtant à la paix, enfin. Une semaine s'était écoulée depuis la victoire finale. Sur Valenti Prime, la joie s'était transformée en soulagement, puis en fatigue. Les rues s'étaient vidées, les célébrations s'étaient tues, mais partout subsistait un sentiment d'avenir à reconstruire. Le Conseil, rassemblé dans la grande salle d'assemblée, attendait une convocation inhabituelle. Cette fois, l'initiative venait des humains. Le dôme du Conseil baignait dans une lumière dorée, filtrée par la verrière qui surplombait les représentants. Verat, toujours marqué par l'émotion des jours passés, était entouré des figures majeures de la collective. L'amiral Keth, la vieille Kororum, les Tessari nerveux. Tous s'attendaient à un adieu solennel, à la reconnaissance d'une dette immense ou peut-être à la promesse d'une alliance éternelle. Les portes s'ouvrirent dans un souffle. Une délégation humaine entra, droite et silencieuse, costumes impeccables, regards froids. À leur tête, l'ambassadrice Sarah Cross. Elle était grande, sa silhouette tranchée par la rigueur de son uniforme, ses traits fermés et déterminés. Aucune chaleur ne brillait dans ses yeux, simplement la certitude d'un devoir à accomplir. Sans préambule, Cross prit la parole, déposant sur la table de verre un dossier relié d'acier. Sa voix, claire et sans hésitation, résonna dans la salle. « Je vous remercie de nous recevoir. J'ai ici, au nom du haut commandement humain, une liste de conditions à présenter à la collective. » Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée. Verat fronça les sourcils, se penchant légèrement en avant. Des conditions? Cross ouvrit le dossier. Une brève projection holographique s'afficha au centre de la table, faisant défiler des termes techniques, des cartes, des schémas industriels. Droit minier sur les ceintures d'astéroïdes de votre zone. Accès aux corridors commerciaux interstellaires. Implantation de stations de recherche et d'avant-postes défensifs sur 5 mondes stratégiques. Partage technologique dans les domaines de la propulsion et de la défense. Le Conseil resta sans voix. Les représentants échangèrent des regards désemparés. Ils s'étaient attendus à tout, sauf à cela. Verat se redressa, tentant de reprendre contenance. Paiement. Nous pensions offrir gratitude, amitié, reconnaissance. Sarah Cross ne broncha pas, son ton glacial et implacable. Nous sommes venus parce que vous nous l'avez demandé. Rien n'est gratuit. La sécurité, l'intervention, tout cela a un prix. Keth serra les poings, indigné. Un Tessari sanglota discrètement, secoué par l'incompréhension. La Kororum, d'une voix faible, osa. Mais notre peuple est exsangue. Nous avons à peine commencé à panser nos plaies. Justement, répondit Cross, c'est pourquoi il est dans votre intérêt d'accepter un partenariat solide avec l'humanité. Nous vous protégerons, mais nous exigeons des garanties. Le chaos attire les prédateurs. Verat sentit la salle vaciller autour de lui. Il tenta une dernière fois de plaider. Nous pensions que la victoire partagée suffisait à fonder la confiance. La confiance se construit sur des accords clairs, pas sur des illusions. Nous avons combattu à vos côtés, mais nous ne sommes pas vos sauveurs. Nous sommes des partenaires, désormais. Le Conseil fut plongé dans le doute. Les débats s'ouvrirent, d'abord feutrés, puis de plus en plus animés. On rappela la dévastation des mondes, le prix payé en vie et en souvenirs. On évoqua l'espoir d'une ère nouvelle, sans tutelle ni chaîne. Mais l'ombre de la flotte humaine, toujours présente, planait sur chaque mot. Les jours s'étirèrent. Les représentants passèrent des heures à décortiquer les clauses, à chercher des failles, à supplier pour des amendements. Mais chaque négociation se heurtait au mur de la diplomatie humaine, inébranlable, méthodique, indifférente à la détresse. Peu à peu, le Conseil comprit qu'il n'y avait pas d'autre choix. Les mondes de la collective étaient encore vulnérables, les infrastructures brisées, les flottes dispersées. Se heurter à l'humanité, c'était risquer l'isolement, voire pire. L'accord fut donc signé,
dans une atmosphère de résignation glacée. Très vite, la transformation devint visible. Des vaisseaux cargo humains apparurent dans les ports orbitaux, déchargeant des caisses estampillées d'emblèmes inconnus. Des groupes de techniciens installèrent les premiers modules de recherche, surveillés par des soldats en armure légère. Sur les planètes stratégiques, des balises de communication furent érigées, projetant dans le ciel nocturne la lumière pâle du nouveau partenariat. Partout, les habitants de la collective assistaient à ce déploiement avec un mélange de curiosité, de crainte et de lassitude. Les humains étaient polis, efficaces, toujours prêts à expliquer, à rassurer, mais jamais à reculer. Ils prenaient des notes, enregistraient des données, surveillaient les échanges. Leur présence était constante, discrète, mais oppressante, comme un filet invisible. Dans les hautes sphères, Vérat et les siens tentaient de sauver les apparences. On multiplia les discours sur la coopération, sur l'avenir radieux d'un commerce partagé, sur la promesse d'une protection absolue. Mais dans les couloirs, les conversations étaient plus sombres. Des voix s'élevaient. Avons-nous échangé une menace contre une autre? D'autres disaient « Nous sommes en paix, mais à quel prix ?» Des rumeurs circulaient déjà sur de nouveaux projets humains, des stations de surveillance aux frontières, des usines automatisées sur les lunes vierges, des expéditions minières profondes dans les ceintures d'astéroïdes. Certains parlaient même de navires de guerre plus grands encore, en route depuis la Terre, chargés de matériel et d'hommes prêts à s'installer durablement. Pourtant, à la surface, rien n'était hostile. Les officiers humains souriaient, échangeaient des salutations cordiales, offraient leur aide pour reconstruire. Mais derrière chaque sourire, il y avait la certitude d'une surveillance constante, d'une force prête à intervenir au moindre écart. La collective, jadis libre et fière, entrait dans une ère nouvelle, celle de la dépendance, de la prudence, de la vigilance permanente. Et si la menace des crues avait disparu, une autre forme de tension s'installait, sourde et insidieuse. Les jours passaient, les bases humaines se multipliaient. Des stations de recherche aux abords des cités, des postes d'écoute sur les sommets, des convois marchands sillonnant les routes stellaires. Les uniformes humains devinrent familiers, les accents étrangers, la discipline et la politesse devenant partie intégrante du quotidien. Mais dans les yeux des plus anciens, une inquiétude persistait, une question sans réponse. À quoi ressemblerait le futur, maintenant que les sauveurs étaient aussi les nouveaux maîtres, et jusqu'où s'étendrait la main invisible de ceux qui, tout en promettant la paix, veillaient sur chaque parole, chaque progrès, chaque rêve. Dans la salle du conseil, Vérat contemplait le ciel, partagé entre soulagement et regret. Il savait que l'histoire ne se terminait pas avec la victoire, ni même avec la signature d'un traité. Car déjà, au-delà des étoiles, de nouveaux enjeux se dessinaient, porteurs de promesses ou de périls encore insoupçonnés. L'orbite d'Oreni Prime, capitale d'un peuple célèbre pour sa fierté et sa ténacité, brillait de mille feux sous les reflets des stations orbitales et des cargos en transit. Ce jour-là, un vaisseau de transport humain, battant pavillon de la Terre, traversa le couloir d'approche des docks principaux. Soudain, un tir de plasma fendit le vide, frôlant sa coque sans la toucher. Les Oreni, dans leur tradition millénaire, voyaient ce geste comme un simple avertissement, une marque de défi, mais aussi de respect, une manière d'affirmer leur souveraineté sans verser le sang. Mais à bord du cargo humain, l'interprétation fut tout autre. Les alarmes retentirent, les systèmes de défense s'activèrent, et le message fut transmis aussitôt à la flotte de la Fury of Terra. 48 heures plus tard, le ciel d'Oreni Prime se déchira. 3 cuirassés humains, massifs et menaçants, surgirent de l'hyperespace. Ils ne prirent pas la peine de parlementer. Leurs senseurs verrouillèrent les 3 lunes de la planète, connues de tous pour abriter les principales installations militaires et les garnisons stratégiques de la collectivité. Le compte à rebours s'afficha sur les réseaux. Les Oreni comprirent la gravité de la situation
Mais il était déjà trop tard pour négocier. Les évacuations commencèrent dans la panique. Des vaisseaux de sauvetage s'arrachant des hangars en orbite, des familles entières fuyant les bases souterraines. 12 millions d'habitants furent arrachés à leur foyer en quelques heures, dans une fuite désespérée. Puis, sans sommation, les humains ouvrirent le feu. Des salves de projectiles cinétiques et de faisceaux de plasma traversèrent la distance en un instant, frappant les lunes avec une violence inouïe. Les surfaces se fissurèrent, les structures explosèrent, les atmosphères s'embrasèrent. En moins d'une heure, les 3 lunes ne furent plus que des nuages de poussière rougeoyante, dispersés dans le vide. 3 millions de vies disparurent dans le silence du cosmos. Soldats, civils, scientifiques, enfants. Les chiffres, froids et implacables, s'affichèrent bientôt sur tous les réseaux de la collective. La stupeur laissa place à l'effroi. Une réunion d'urgence fut convoquée dans la salle du conseil de Valenti Prime. L'atmosphère était électrique, saturée d'incompréhension et de peur. Verat, les traits tirés par l'angoisse, présidait la séance. Les représentants Aurénie, endeuillés, refusaient de croiser le regard des humains. Le silence était lourd, pesant, comme une chape de plomb sur chaque respiration. Sarah Cross entra, escortée de 2 officiers, son visage aussi impassible que lors de la signature des accords. Elle prit place sans attendre qu'on l'invite, déposa un dossier sur la table, puis leva les yeux vers l'Assemblée. Les Aurénies ont tiré sur un vaisseau humain. C'est un acte de guerre. Nous avons répondu de manière proportionnée. La voix était calme, froide. Chaque mot pesait avec une précision chirurgicale. Un murmure indigné parcourut le conseil. Verat, les mains tremblantes, se leva lentement. Vous avez tué 3 millions de personnes pour un seul vaisseau, pour un tir qui n'a blessé personne. Cross haussa à peine un sourcil, ses yeux de glace ne quittant pas Verat. Le tir lui-même n'a aucune importance, c'est l'intention qui compte. Les Aurénies ont défié l'autorité humaine. Il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté sur notre réponse. L'Assemblée resta pétrifiée. Les représentants Aurénies, accablés, ne protestèrent même pas. Ils savaient que tout argument serait vain. Les autres membres de la collective échangeaient des regards terrifiés. Si une simple tradition, un geste symbolique pouvait déclencher un tel carnage, qu'en serait-il de la moindre erreur future? Verat reprit d'une voix brisée. « Vous aviez promis protection, alliance, pas une occupation par la terreur. Nous avons tenu notre promesse, la sécurité, la stabilité. Mais l'ordre exige la discipline, et la discipline exige la clarté. » Désormais, chacun saura que défier l'ordre humain a un prix. Un silence glacial s'abattit. Les représentants baissèrent la tête, écrasés par la réalité. Ils comprenaient à présent que la protection promise par les humains n'était qu'un autre nom pour la domination. Le salut avait un coût, celui de la soumission. Au-delà des murs du conseil, la peur se propagea comme une onde de choc à travers les mondes de la collective. Les bases humaines furent entourées d'une méfiance muette. On ne les voyait plus comme des alliés, mais comme les gardiens d'une paix imposée par la force. Dans la salle, Sarah Cross referma son dossier, se leva et quitta la pièce, laissant derrière elle le conseil dévasté. Le message était clair, gravé dans la mémoire de tous. La terre ne partageait plus, elle possédait. Et dans l'ombre, chacun comprit que le prix du salut était devenu plus lourd encore que la guerre elle-même. Dans les jardins suspendus de Valenti Prime, le soleil filtré par les dômes jetait une lumière douce sur les allées sinueuses et les massifs en fleurs. Veraf avançait lentement, appuyé sur une canne d'argent. Ses cheveux jadis bleus étaient devenus gris, sa silhouette voûtée par l'âge et le poids de l'histoire. À ses côtés marchait Emma Chen, jeune journaliste humaine, son carnet numérique à la main, les yeux brillants d'une curiosité sincère. Au-dessus d'eux, la silhouette massive d'un cuirassé humain flottait dans le ciel. Son ombre couvrait le jardin d'une présence lourde, inévitable, rappel constant de la force tranquille qui veillait sur la planète. Emma brisa le silence, la voix posée, presque douce.
Parlez-moi des premiers jours. Comment était-ce lorsque vous avez contacté la Terre pour la première fois? Verat marqua une pause, levant les yeux vers les frondaisons artificielles. Il prit le temps de choisir ses mots, laissant la mémoire faire surgir les images d'un passé qui semblait déjà lointain. « Nous étions en train de mourir », répondit-il, la voix chargée de fatigue. Les craies dévoraient nos mondes, un par un. Nous n'avions plus d'espoir. Alors, nous avons lancé un appel à l'aide. L'humanité a répondu. Emma sourit, l'air admiratif. Vous nous avez sauvés. Un rictus amer plissa les lèvres de Verat. Oui, nous sommes très en sécurité. Ils longèrent une haie taillée, croisant des enfants jouant sous la surveillance discrète de 2 soldats humains en uniforme. Un drone de sécurité survola lentement les parterres, ses capteurs clignotant dans la lumière du matin. Emma consulta son carnet, relevant la tête. « Racontez-moi comment les choses ont changé. Le conseil se réunit toujours, non ?» Verat hocha la tête, les épaules voûtées. « Le conseil se réunit, oui, mais aucune décision n'est prise sans l'approbation de vos représentants. Les Orénies n'ont plus d'armée digne de ce nom. Les Tessaris voient tout leur commerce passer par les corporations humaines. Les Kororum, eux, sont redevenus silencieux. Quant aux Valanti, nous prospérons, c'est vrai, mais nous ne sommes plus libres. » Un silence lourd s'installa. Emma nota, attentive. « Vous le regrettez ?» Verat s'arrêta, tournant vers elle un regard chargé de gravité. « Nous avons appelé à l'aide. Nous n'avons pas compris ce que cela nous coûterait. » Emma insista, sourcils froncés. « Mais la collective est prospère. Le commerce n'a jamais été aussi florissant. Il n'y a pas eu de guerre depuis 4 ans. » Verat esquissa un sourire triste. « Il n'y a pas de guerre parce que tout le monde a peur. Il n'y a pas de crime parce que vos soldats surveillent chaque rue, chaque conversation. Le commerce prospère, oui. Mais pour qui? Pour votre peuple, vos entreprises, vos intérêts. Vous n'avez jamais eu besoin de nous conquérir. Vous êtes devenus indispensables. Si vous partiez demain, notre civilisation s'effondrerait. » Ils reprirent leur marche, le silence ponctué seulement par le chant artificiel d'un oiseau synthétique. À chaque détour, la présence humaine se rappelait à eux. Une équipe de maintenance en uniforme, un transport blindé longeant une avenue, des écrans affichant les dernières instructions du gouvernorat. Verat s'arrêta de nouveau, fixant le cuirassé qui obscurcissait le soleil. « Nous pensions demander la vie. Nous avons troqué notre avenir. » Emma baissa les yeux, le carnet immobile dans sa main. Autour d'eux, le jardin semblait soudain moins vaste, moins lumineux, comme si l'ombre du navire s'étendait sur toute la planète. Les mots de Verat résonnaient encore, porteurs de regrets et de questions que ni la prospérité ni la paix ne pouvaient effacer. L'enregistreur d'Emma flottait à hauteur de poitrine, captant chaque parole, chaque nuance dans la voix de Verat. Il marchait à ses côtés, plus lentement à présent, les yeux perdus dans la beauté maîtrisée des jardins. Le parfum des fleurs synthétiques se mêlait à l'odeur plus froide du métal, omniprésente depuis l'arrivée des humains. Au-dessus d'eux, la masse sombre du cuirassé projetait une ombre mouvante sur les allées et les massifs. Emma consulta une note sur son terminal, puis reprit, hésitante. « Ma tante, l'amiral Chen, disait que l'humanité n'avait jamais prévu de gouverner qui que ce soit. Elle disait que les humains voulaient seulement aider. » Verat lui adressa un regard empreint d'une douceur triste. « Je vous crois, Emma. Je crois que vous vouliez aider. Mais il y a quelque chose en l'humanité qui ne sait pas s'arrêter. Toujours grandir, toujours s'étendre, toujours contrôler. Vous voyez un problème, alors vous le réglez, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que tout fonctionne selon votre logique et que plus rien ne puisse exister sans vous. » Ils marchèrent en silence. Un vent léger agitait les branches, projetant des motifs mouvants sur le gravier blanc. Les voix lointaines des jardiniers se confondaient au bourdonnement discret des drones de surveillance. Même dans la splendeur du décor, la vigilance humaine ne relâchait jamais sa prise. Emma ralentit, relevant les yeux vers Verat. « Que diriez-vous à d'autres espèces si elles envisageaient d'appeler l'humanité à l'aide ?»
Vérat s'arrêta, réfléchit longuement, puis prit une inspiration profonde. « Je leur dirai de bien réfléchir. Les humains ne sont pas mauvais. Vous voulez vraiment aider. Mais une fois que vous commencez, vous ne vous arrêtez jamais. Vous ne repartez jamais. Vous devenez la seule solution possible. » Il leva les yeux vers le ciel, là où le cuirassé pivota lentement, ses tourelles luisant faiblement dans la lumière du matin. « Il existe différentes sortes de monstres, dit-il alors, d'une voix douce. Certains dévorent les mondes, d'autres les sauvent. Mais ceux qui sauvent sont toujours les plus dangereux, parce qu'ils ne se voient jamais comme des monstres. » Un silence pesant s'installa. Emma suivit le regard de Vérat vers l'immense vaisseau qui dominait l'horizon. L'appareil semblait prêt à tout, ses armes luisant d'une énergie contenue, comme un prédateur veillant sur une proie docile. L'enregistreur poursuivait sa capture, témoin muet d'une conversation qui résonnerait bien au-delà de ces jardins. Au-dessus d'eux, le cuirassé humain manœuvra, se tournant vers un nouveau vecteur, ses systèmes défensifs activés, prêts à intervenir au moindre signe d'agitation. L'humanité veillait, inflexible, sur ses amis reconnaissants, protégés et impuissants, tandis que les étoiles, indifférentes, continuaient de brûler dans l'infini du ciel.